J'ai fini mon petit marché de légumes. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Là, j'ai les épinards, céleri, persil, chou de Bruxelles, carottes, courgettes. Ok, chou-fleur, brocoli, les poireaux. Non. Il me manque un truc. Chou-fleur, brocoli, poireaux, chou de Bruxelles, carottes. Ah! Les légumes oubliés. Ah. Ah ouais. Et oui, mesdames et messieurs, n'oubliez pas les légumes oubliés, les légumes anciens. On va en parler ce matin dans l'émission. Bonjour Julie. Bonjour Vincent. Bienvenue. Merci. Vous continuez à penser qu'ensemble c'est mieux? Ah, tous les jours. Ah, c'est pour ça que vous êtes là. C'est ma phrase mentor. Notre Raphaël aussi pense qu'ensemble c'est mieux. C'est pour ça qu'on va le retrouver dans une minute dans ses pérégrinations franciliennes. Notre Raphaël, s'il est là, il ne doit pas être très loin. Salut Raphaël. Mes amis, ce matin, je vous le disais, comme à l'instant, on va parler de légumes oubliés. Ce qu'on appelle les légumes oubliés sont en fait les légumes anciens qui sont revenus au goût du jour. Et on accueille Fabrice Robert, qui est maraîcher. Bonjour Fabrice. Bonjour. Je vois que vous êtes venu pas seul, voilà, entouré de petites têtes grosses légumes. Exactement. On va en parler dans une seconde. Et puis on parlera aussi d'un phénomène, puisque vous savez, le lundi, on parle d'immobilier en général et on accueille les notaires de la Chambre des notaires du Grand Paris avec aujourd'hui Estelle Amram qui vient nous parler de viager, je crois, Estelle. Oui, bonjour Vincent, exactement. Bonjour on va parler maître. de viager. Le viager, un sujet difficile, hein, enfin, parce que ça touche évidemment au sentiment dès que ce sont des gens qu'on connaît, qui sont proches, et puis ça touche à la disparition de ceux avec qui on fait affaire, le contrat. Donc pas simple, on va en causer avec vous. Et puis j'accueille un très grand chef avec nous ce matin pour nous parler alors d'une spécialité bien lyonnaise, d'ailleurs ça fait plaisir à Julie. Manuel Martinez du Relais Louis XIII à Paris. Bonjour Manuel. Bonjour Vincent, bonjour à tout le monde. Merci d'être venu nous voir depuis votre restaurant, alors qui est situé en fait sur les anciennes ruines du couvent des Grands Augustins. Du couvent des Grands Augustins, oui. C'est là qu'a été couronné Louis XIII. Voilà. Et à cet endroit, c'était le collège royal du couvent des Grands Augustins. C'est pour ça que ça s'appelle le Relais Louis XIII. Et le soir de la mort d'Henri IV, sa mère, Anne d'Autriche, est venue lui dire « Tu vas être dauphin et roi de France. Ton père vient d'être assassiné par Ravaillac. » Voilà, belle histoire. Belle histoire. Quand il était gosse, il a trouvé ça sur un peu du rail. En tout cas, vous nous proposez une quenelle de bar. De bar, voilà. Donc, quenelle de poisson de mer. On va vous apprendre tout sur la quenelle et Julie, qui sait déjà tout, écoutera quand même. Mes amis, on va partir du côté de Fontainebleau avec notre Rafale. Il aime bien Rafale Fontainebleau. Oui, je le sais parce que... Salut Vincent, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais plutôt bien puisque je suis en Seine-et-Marne ou à la forêt de Fontainebleau. Un grand bol d'air frais que je prends en cette belle matinée. Quand même un petit peu grise, je vous dis la vérité, je suis venu en voiture, mais on peut venir en train aussi également. Je vous en parlerai d'ici la fin de l'émission. C'est l'un des sites naturels les plus visités de France, le plus visité d'Île-de-France. On en parle justement avec Bertrand, le président des Amis de la Forêt. Comment ça va Bertrand? Ça va très bien, toujours content d'être en forêt. Ah bah ouais, alors je disais, très visité. Combien de visites par an? On estime à peu près 11 millions de visites par an. 11 millions de visites par an ici. Oui, cette forêt est un peu le poumon vert de l'Île-de-France. Vous vous rendez compte, autant de visiteurs que sur le Mont-Saint-Michel, c'est complètement énorme. Et bien, c'est là où le rôle de ton association est crucial. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les missions des Amis de la Forêt? Cette association est très ancienne, elle a plus d'un siècle. Elle a été créée au 19e siècle pour développer en 1907, c'est le début du 20e siècle, pour protéger la forêt. Et aujourd'hui, nous balisons à peu près 240 km de sentiers pour permettre aux promeneurs de ne pas se perdre et de voir les endroits les plus remarquables et les plus sympathiques qu'on voit en forêt. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin. On va rejoindre l'équipe qui est juste derrière nous. Nous avons une équipe de 80 baliseurs et là, vous avez une petite équipe pour baliser ce sentier qui est autour du champ de course de Fontainebleau. Voilà. On va les rejoindre tout de suite, nos chevaliers, nos protecteurs, nos protectrices, justement, qui prennent soin de ces sentiers pour que vous puissiez, vous, peut-être en famille avec des amis, venir vous promener ici du côté de la forêt de Fontainebleau. On vous retrouve là sur les sentiers dans quelques minutes, à tout de suite. Ouais, peut-être qu'ils vont peut-être faire de la cueillette d'herbes sauvages. Enfin, ça veut dire en cette saison, c'est pas la folie non plus. Mes amis, on va immédiatement parler des légumes d'autrefois avec notre maraîcher.
Fabrice Robert, maraîcher à la ferme des Alluets dans le 78. Oui, à Hein Boifle, exactement. Voilà. À Boifle. Alors, mes amis, c'est bien parce on est couvert. La question légumes. On a Fabrice pour nous parler de la culture, et puis on a Manuel Martinez pour nous parler un peu de la mise en œuvre, on va dire, de la cuisine de ces légumes d'autrefois. Fabrice, comment ça se fait que ces légumes reviennent à la mode? D'abord, est-ce qu'ils reviennent vraiment à la mode? Vous le sentez, vous? Oui, moi, parce que je les vends sur les marchés. Ouais. Donc, Ah ouais, alors vous êtes au contact direct de la clientèle. Donc on explique un petit peu comment les cuisiner, etc., etc. Je leur explique comment ça pousse et pourquoi. Et quand un salsifie, le problème c'est quand on l'épluche, ça nous colle aux doigts. Donc je leur explique de mettre des petits gants, de la mettre dans l'eau avec du vinaigre pour déglacer, etc. Vous êtes une vraie mère pour vos clients, vous, alors, hein, vous leur montrez Ça tout ce permet que... de relancer ces produits parce qu'ils ont vraiment une mauvaise réputation. Ah bah c'est le problème, c'est qu'on les cuisine, voilà, c'est la mise en œuvre. Julie, mettez-nous un petit peu les idées au clair sur les légumes d'autrefois, les légumes Oui, oubliés. les légumes oubliés, mais qui reviennent, vous l'avez dit, au goût du jour. On les trouve facilement sur les étals des marchés, mais on ne sait pas toujours ni comment les reconnaître, ni comment les cuisiner. Alors, Fabrice Robert, on va compter sur vos conseils dans un instant, mais avant, pourquoi ces légumes étaient tombés aux oubliettes? Début de réponse en images. Faudrait que je mange plus de légumes, mais en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Essaye les légumes d'autrefois. C'est de saison et ça change. Longtemps oublié parce qu'il rappelait aux Français la nourriture des 2 guerres mondiales, quand les récoltes de pommes de terre étaient réquisitionnées, aujourd'hui, les topinambours, panais, crônes et autres rutabagas sont super tendance. Ne vous fiez pas à leur aspect rustique et a priori pas facile à éplucher, ils réservent des saveurs et des textures originales. Comme ce sont souvent des légumes racines, ils sont plus résistants au gel et aux insectes. Une fois cueillis, ils se conservent longtemps sans dégradation de leurs propriétés nutritives. Une bonne nouvelle, car les légumes anciens sont bourrés de fibres, de vitamines et de sels minéraux. On peut les préparer en salade, émincer ou râper, le panais, le crône et le navet sont délicieux crus. Le topinambour et le rutabaga aussi, mais ils se digèrent mieux préalablement cuits. On peut les cuire à l'eau, à la vapeur, les poêler dans du beurre, les faire en gratin, en potage, en purée, mijoter en ragoût. Bref, tout est jouable. Ils accompagnent ainsi viandes et poissons et se marient particulièrement bien avec les pommes de terre, les courges, le potiron ou les champignons. À table. À table, il serait temps. Bon, Fabrice, Manuel, j'ai vécu quasiment un miracle hier en descendant au marché. Ma fille de 14 ans, pourtant c'est pas tellement le cas en général, me dit « Papa, s'il te plaît, prends surtout des légumes ». Voilà, j'ai dit ça. Ah, alors, est-ce que je rêve? Est-ce que cette mode du green, en fait, elle vient pas du fait que les jeunes, par exemple, sont tellement sensibles à la planète aujourd'hui qu'ils vont aller plus vers le végétal? Oui, en plus, maintenant, il y a une grosse tendance où c'est qu'on peut faire tous les légumes comme des frites. Passer au four ou un petit peu dans l'huile, comme par exemple cette betterave crapaudine. Voilà. Les frites de betterave? Oui, c'est vraiment, ça devient tendance. Voilà. Pas dans Manuel des grands Martinez, étoilés, ouais. est-ce que les légumes... Le problème des légumes anciens, c'est souvent qu'il faut savoir les cuisiner. Quoi, hein. Oui, faut les mettre en œuvre. On va les mettre en œuvre, mais ça, en l'épluchant, en le coupant en fines lamelles, avec un petit peu d'huile d'olive, ça cuit vite. Et ça cuit sympa, un peu croquant pour garder un peu tous les minéraux, tout ce qui est meilleur dans le légume. Les nutriments, quoi. Voilà. Comment savoir, en fait, lequel... Tous peuvent se manger cru, par exemple, ou il y en a qu'il faut forcément faire cuire? Alors, le topinambour, comme ça, vous pouvez le râper fin, comme... Ah oui, ça se mange cru, le topi. Oui, Ça peut se manger. bon, il faut l'éplucher, mais autrement... Faire frire comme une chips. Exactement. ça merveilleux. aussi. Mais ça, bon, Non, mais par exemple, Fabrice, la pomme de terre, ça se mange pas cru. non. Donc, on peut se dire que les tubercules, les racines, c'est pas le cas non plus, mais ça dépend de la quantité d'amidon dedans, j'imagine. Le topi, on peut le manger cru. Vous pouvez le manger cru, râpé, fin. Mélangé à des carottes, par exemple. Voilà, mais pour le topinambour, c'est pas ce qu'il y a de meilleur cru. Mais il faut un peu le cuire, un tout petit peu le cuire. Mais râpé fin, c'est un peu fort, un petit peu en goût. Ouais. Vous conseillez, par exemple, de les éplucher crus ou cuits, les topinambours? Alors, Parce que c'est toujours compliqué. Là, ils sont bien ronds, donc ça va être plus facile. Mais ceux-là, avant d'avoir des comme ça, on en jette plus de la moitié. Ah bon? Ouais, c'est ça. Oui, parce que D'habitude, ils sont ça plus fait une tard à grosse exploiter, racine ouais. avec des petites boules qui ressortent. Et donc ça, c'est pratique à éplucher. C'est aussi emmerdant que le gingembre. Ah, Quand on doit éplucher du exactement. gingembre, c'est vrai qu'il Donc, y a souvent des petites sommités qui ne sont pas simples. Celui-ci, on peut l'ébouillanter, puis avec le pouce, vous pouvez enlever la peau et vous finissez de le cuire. Ah bon, ça dans l'eau. part facilement? Ça part dès que c'est facilement. cuit. Ça part D'accord. facilement. Voilà. Et puis une purée, c'est très bon, une purée.
un peu épluché comme ça, cuit un peu à la vapeur avec un petit morceau de beurre, un peu d'huile. Il faut vous d'olive. dire que les deux travaillent ensemble. Voilà. Fabrice, il livre Manuel Martinez au relais Louis XIII, donc ils se connaissent bien. Et c'est vrai. Alors, ça, il y a un truc que j'adore, moi, mais là aussi qui est compliqué, ce sont les salsifis ou les scorsonnaires, c'est-à-dire le salsifis noir. Ça, Hein. voilà. Alors ça, c'est pas marrant d'abord à éplucher, à cuire, à mettre en œuvre, à cuisiner. Et il faut mettre des petits gants. Et vous, avec votre... Quand vous dites des petits gants, Des comme petits des gants, gants de parce que- chirurgien, là, voilà, on exactement. les petits gants bleus, là, Voilà, les petits gants en Parce que silicone. le jus devient très collant et noir et ça vous fait les doigts sont tachés pendant plusieurs jours. Taché et collé. Voilà. C'est très sympa. C'est hein, très ça fait- Comme ça. Mais après, Voilà. ça doit être très Mais bon. vous mettez des petits gants, vous l'épluchez comme il faut, en petits tronçons, dans l'eau avec du vinaigre, Voilà, et après vous vinaigre les blanc. ébouillantez. Mm. Et c'est prêt à Vinaigre cuire. blanc, Manuel Oui, vinaigre blanc, Pour voilà. pas le colorer, c'est ça Voilà, enfin pour pas les colorer. Voilà, Voilà, puis ça enlève vraiment la partie qui est voilà collante. exactement. Oui, parce que un peu comme l'artichaut, par exemple, ça a tendance à s'oxyder, à noircir. C'est hein, ça, le- Tout à fait. Un petit peu de vinaigre blanc, hop, pas de problème. Ou Ça, un peu de c'est- citron. Ça, c'est un bon plan, voilà. ça. Alors, les panais, on connaît, c'est un peu... C'est assez proche de la carotte. La on dit. carotte, oui. Alors ça cru, Plus fort. non, il faut le cuire. Hein. C'est... Ah ouais, ça, c'est Ouais, non, obligatoire. Oui, obligatoire, parce que c'est croquant, c'est pas... Alors, il y a un truc que j'aime bien et on ne sait jamais quoi en faire. Regardez ma petite caméra. C'est le chou rave. Hein, ce que les... Voilà, regardez comme il est beau, celui-là. Voilà, ça, les gens le confondent avec le rutabaga. Quand ils me disent c'est du chou rave, quand je leur montre un rutabaga, je dis non, le chou rave, c'est un autre légume. Un autre légume. Voilà. je crois. Alors, le chou rave, c'est ce que vous avez dans la main. c'est à mi-chemin entre une rave et avec un Et goût le quand chou, même... c'est un goût de chou. Hein, un goût de chou, vraiment, mais avec- avec une consistance de navet. Quoi, un Voilà, peu. c'est ça. Et Fabrice, on a la question d'une téléspectatrice, Karine, qui nous a envoyé cette question. Elle est pour vous, on l'écoute. Reconvertie depuis peu dans le métier de la cuisine que j'adore et que je considère comme un art à part entière, j'aimerais revisiter les légumes oubliés tels que le topinambour que je peux déjà cuisiner en purée, la patate douce en frites, le butternut farci, le pané, etc. parce que bien sûr il y en a bien d'autres et j'aimerais que vous puissiez partager avec nous vos astuces et vos idées afin de pouvoir les réhabiliter et qu'ils plaisent aux petits comme aux grands, de la cuisine contemporaine à la cuisine traditionnelle. Alors, les astuces, hein, bon, après, moi, je suis pas un grand chef, hein, comme Manu, mais... ça tombe bien, on en a en Voilà, de voilà. service ce matin. Mais le plus simplement possible, en fin de compte. Là, vous avez une racine de persil, ça a le goût de céleri un petit peu, ou ça, vous pouvez le râper, cru, même en petit bâtonnet à l'apéritif, des choses comme ça. Ce qu'on appelle le persil tubéreux, c'est ça? Tubéreux, oui. Parce que tubéreux, c'est vraiment une boule, en fin de compte. D'accord. Vous voyez, après, tout le monde en parle. Là, c'est le persil racine. Voilà, c'est plus long. Voilà, c'est la L'autre, racine c'est du vraiment persil. une boule, le tubéreux. Hein. Bon, ça a le même goût, mais c'est plus la même. Bon, voilà. Et ça, Manuel, c'est pas mal dans un bouillon de pot-au-feu, bien sûr, parce c'est- que ça va donner ce goût de persil au Voilà, bouillon. ça parfume le bouillon extraordinaire. Vous faites un pot-au-feu, vous en mettez 2 dedans, c'est magnifique, c'est magnifique. D'accord. Et si on a les fans, on les jette pas parce que c'est Ah du non, persil. c'est du persil. Ah non, c'est Du persil. coup, Ah on va oui. s'en servir dans la persillade. Voilà. Ouais, c'est du Avec la persil. moelle, hein, du pot-au-feu, le persil, du gros sel, impeccable. Fabrice, pourquoi est-ce que ces légumes sont plus chers que les légumes, on va dire, les autres, ceux qui ne sont pas des oubliés? Parce que ça, c'est vraiment saison, c'est local. Voilà. peut-être. Alors, en ce moment, vous voyez, on a un temps un peu pluvieux, qui gèle, donc c'est vraiment tout manuel. Hein, on ne peut pas arracher avec des machines, c'est vraiment, on trie tout ce qui est propre parce que le légume se déforme l'hiver. Donc tout ce qui n'est pas très beau ou complètement... Donc on récupère 40-50% de ce qu'on a semé. Et tout est manuellement, avec une fourche et des choses comme ça. Et la plupart sont des raves, c'est-à-dire des légumes qui sont sous la terre, des légumes Exactement. racines. Voilà, Quoi. comme ça, ils ne gèlent pas. Donc Voilà. effectivement, il faut aller les chercher. Voilà. Dès que ça gèle un peu, c'est Exactement. compliqué. Et c'est artisanal, Et puis- c'est du maraîchage. Et voilà, et les graines sont relativement chères. C'est plus des graines de production classiques. Donc automatiquement, c'est plus dur. C'est la main-d'œuvre Voilà. qui coûte cher, on s'en doute. Exactement. Merci Fabrice, vous restez avec nous parce que tout à l'heure, on va parler de cuisine avec Manuel. Mais pour l'instant, on repart du côté de Fontainebleau en pleine forêt chercher les légumes racines. Non, je plaisante. Hein. Balade en forêt avec Rafale. Alors oui Vincent, nous on continue notre petite balade, on la commence d'ailleurs sur ce sentier. Combien de kilomètres de sentier dans cette forêt? À peu près 250 km, et chaque sentier fait une dizaine de kilomètres à peu près. C'est vraiment accessible à tout le monde, n'importe qui. Alors moi la dernière fois que j'ai fait de la randonnée, c'était vraiment avec des spécialistes, mais il y a des années dans les Pyrénées, j'ai jamais fait en Île-de-France, mais tout le monde peut le faire.
Tout le monde peut le faire. Certains sont un petit peu plus sportifs, un peu plus difficiles que d'autres. Mais ça, nous avons un guide des sentiers qui explique quand un sentier demande une petite difficulté. Bon, je suis toujours moi, les amis, avec mon équipe de baliseurs. Et justement, il y a des balises, des petites balises bleues. Nous, on suit les sentiers bleus ce matin. C'est ça. Tous les sentiers sont balisés en bleu, sauf celui très connu des 25 bosses qui est balisé en rouge. Mais nos sentiers sont balisés en bleu depuis le 19e siècle. Vous vous rendez compte un petit peu quand même. Alors, on va aller voir justement avec notre équipe de baliseurs ici. C'est Leslie ton prénom, c'est ça? Ça va Leslie? Ça va bien, merci. Bon alors, on va baliser, alors on y va. On se rend sur un des endroits que vous devez justement remettre un petit peu à neuf. Donc suivez-moi le long des pavés. Alors, on suit les longs des pavés. Florine Constant m'accompagne chaque matin. Attention à ne pas glisser, ma chère Florine. Ah bah là, par exemple, on retrouve une marque qui nous indique qu'on est sur le bon chemin. Je me trompe pas. Qu'est-ce qu'on utilise comme matériel, Leslie? Alors, on utilise de la peinture bleue avec un code particulier, de la couleur des sentiers. Et puis, on a... Elle est dans un petit... regarde, elle est dans un petit pot de moutarde en plus, c'est rigolo. Hop, donc on peut l'ouvrir. Hein. Des petites brosses de nettoyage. Donc, on nettoie la peinture ancienne. On a éventuellement, voilà, avec la brosse, les surplus. Ça, c'est vraiment un travail très important. Hein. Ça nous permet évidemment, vous l'aurez compris, de ne pas nous perdre en forêt et de rendre vraiment la forêt accessible, ces promenades accessibles à tout le monde. Hein. J'ai ouvert le pot de peinture, Leslie. Je peux te le poser à côté? On fait comme ça. C'est quoi ton prénom, toi? Philippe. Philippe, alors, toi, tu es aussi baliseur? Aussi baliseur, oui, tout à fait. Bénévole? Bénévole, tout à fait. C'est dingue, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? C'est l'amour de la forêt, l'amour de la nature. Et puis, quand on se promène en forêt, qu'on marche ou qu'on court, on a un calme intérieur, on se sent bien, on se sent en accord avec ce qu'on voit autour de nous. C'est ça et en même temps, je me dis, est-ce que vous vous sentez investi d'une mission? Faut peut-être pas exagérer sur le terme mission, mais on se sent investi de quelque chose, c'est de faire profiter aux autres tout ce qu'on peut découvrir à l'intérieur de la forêt. On rencontre souvent des gens quand on refait nos traits, quand on fait notre nettoyage, qui nous posent des questions, qui s'intéressent. Puis on se rend compte aussi qu'il y a une petite angoisse aussi qu'ils peuvent avoir quand ils vont se promener en forêt. Est-ce que je vais bien me retrouver? Est-ce que je vais me perdre? Moi, c'est ce que je me dis en arrivant. Hein. Et nos traits bleus, c'est ce à quoi ça les aide. C'est-à-dire que quand ils vont marcher, ils savent que il y a quelque part quelque chose qui les protège, qui leur permet de découvrir aussi des choses sans souci. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Philippe? Moi, pour l'instant, je suis retraité. Tu es retraité de quoi? De l'aéronautique. Retraité de l'aéronautique. Leslie, tu fais quoi dans la vie, toi? Maîtresse d'école. Elle est maîtresse d'école. Et voilà une partie des 80 baliseurs qui sont ici et grâce à qui vous pouvez tranquillement vous balader en forêt, dans cette forêt de Fontainebleau, sans vous perdre. Il y a une autre mission qu'on va vous faire découvrir des amis de la forêt, mais ce sera dans une dizaine de minutes. Vincent, restez bien avec nous, les amis. On reste bien avec vous, Rafale, ne vous inquiétez pas, on est en forêt avec vous. Notre cœur est en forêt ce matin, en forêt de Fontainebleau. Pour l'instant, Julie, beaucoup de gens se posent la question de savoir comment nous contacter. Rentrer en contact avec nous, c'est facile? C'est très facile. Vous avez 3 moyens pour nous contacter. D'abord, le téléphone, c'est assez simple, 0805 383 383. Il y a aussi notre page Facebook Ensemble, c'est mieux avec France 3. Et puis Instagram, le hashtag Ensemble, c'est Paris et le compte de France 3 Paris. Et votre perso, votre page Insta, c'est quoi? Moi, c'est Julie Jacquard. C'est simple aussi. Et moi, c'est Véferniaud, c'est simple. C'est simple. On donnera celle de Manuel, on donnera celle de Fabrice. Enfin, si vous le voulez, bien entendu. Il suffit de nous appeler. Mes amis, on va immédiatement, puisque c'est lundi, s'occuper d'immobilier. Dieu sait qu'en Ile-de-France, c'est un vrai sujet, avec notre notaire maison aujourd'hui. Oui, très heureux de ce partenariat avec la Chambre des notaires du Grand Paris. Estelle Amram est avec nous pour nous parler d'un sujet pas simple, le viager. Parce que on a tous en tête ce film de Pierre Tchernia, Le Viager, qui portait le nom, avec une espèce d'aventure qui dure des années, avec une dégradation des relations. Bon, Le Viager, ça s'adresse à qui d'abord ? En fait, le viager s'adresse à tout le monde. Aujourd'hui, on a un problème crucial, c'est celui d'avoir des revenus, un complément de revenus quand on prend de l'âge. Eh bien, le viager est une solution. Le viager, aujourd'hui, est encore limité, mais en pleine expansion. Et en fait, il s'adresse essentiellement au niveau du secteur. On a beaucoup de viagers en Ile-de-France et sur la Côte d'Azur. Donc, c'est pour ça que nous, notaires du Grand Paris, on est à même de conseiller nos clients, les acheteurs comme les vendeurs, eh bien, pour acquérir et vendre en viager. Estelle, redites-nous exactement, c'est quoi un viager ? Alors, le viager, c'est d'abord une vente.
Une vente dont les modalités de paiement, la façon dont le prix est payé, est un peu particulier. On a d'abord une somme qui est payée comptant, qu'on appelle le bouquet, et puis on a le bouquet. Joli, voilà, ça. Généralement, le bouquet, c'est final, mais bon, pas dans le viager, c'est uniquement dans les feux le d'artifice. Le bouquet dans le viager, c'est au départ, c'est de la somme payée comptant au moment de la signature de la vente. Et puis on a une rente qui va être payée mensuellement, eh bien, tout au long de la vie du vendeur. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une rente viagère. Et ça veut dire qu'on achète forcément un bien occupé en viager? Alors, il y a effectivement deux types de viager. Il peut être occupé. Dans ces cas-là, le vendeur reste dans les lieux. Et puis, on a le viager libre, où le vendeur quitte les lieux et l'acquéreur peut soit l'habiter, soit le louer. Et est-ce qu'il peut être même occupé par quelqu'un d'autre? C'est-à-dire, en fait, vous louez un appartement, mais vous pouvez le vendre en viager en même temps? Vous louez un appartement et vous le vendez en viager. En fait, quand vous êtes en viager, c'est personnel comme contrat. Donc, c'est soit vous qui l'occupez en tant que personne, éventuellement votre conjoint, ou il est libre et c'est l'acquéreur l'acheteur qui en fait ce qu'il veut. Mais s'il est libre, c'est quoi l'avantage pour le vendeur? En fait, le gros avantage, c'est cette rente complémentaire. Voilà, c'est évident. La question des retraites est une question aujourd'hui très importante. Eh bien, ce revenu complémentaire, c'est ce qu'apporte le viager. Et puis, il va y avoir d'autres avantages. Ça permet pour le vendeur de pouvoir donner des revenus complémentaires également à son conjoint. Et puis, on peut imaginer que quelqu'un n'ait pas la somme suffisante pour acquérir un bien. Exactement. Et donc, il mise un peu sur l'avenir, d'une certaine manière. C'est en sachant exactement ce qu'il est capable de verser par mois, plutôt que de prendre un crédit. Exactement. C'est-à-dire que l'acheteur va payer une somme au départ, et puis, effectivement, au lieu de prendre un crédit, il va payer mensuellement une rente. D'accord, comme un loyer. Exactement. J'imagine qu'il y a aussi quand même des inconvénients avec ce type de vente. Alors, il y a des inconvénients. On a beaucoup d'avantages, il y a quelques inconvénients. Le viager est fondé sur un aléa, c'est-à-dire la durée de vie du vendeur. Oui, ceux qui avaient acheté à Jeanne Calment s'en souviennent, je crois. Voilà, voilà. Mais aujourd'hui, on a la réalité, on a un besoin. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand le vendeur reste dans les lieux, ça lui permet un maintien dans son cadre de vie. Donc, ce qui est quand même très important, il ne va plus payer les gros travaux. C'est l'acheteur qui paiera les gros travaux. Donc, une diminution de ses charges. Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Diminution de ses charges, on reste dans son cadre de vie. Et en plus, on a une rente. Donc, il y a quand même un gros avantage à procéder à une vente en viager, notamment occupée. Et si l'acheteur ne paye plus la rente, quels sont les recours pour le vendeur? Eh bien, le vendeur est totalement protégé, puisque, si vous voulez, si l'acheteur ne paye plus, il va le mettre en demeure, et il y a une possibilité d'annuler la vente. Ah oui, d'accord. Et je dirais, non seulement il annule la vente, ça veut dire que s'il annule la vente, il redevient propriétaire, et en plus, il garde le bouquet et les sommes qui ont déjà été versées. Donc, il y a une protection qui est quand même très importante. Et si l'acheteur meurt avant le vendeur, du coup, le bien revient si l'acheteur meurt avant le vendeur, l'acheteur reste toujours tenu du paiement de la rente. Il doit continuer. Donc, c'est ses héritiers qui continuent à payer. OK. Mais ils peuvent revendre ce viager? Tout à fait. Le viager peut être revendu donc dans les conditions du contrat. Maître Amram, comment est-ce qu'on calcule le montant de la rente? Alors, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Il y a toujours, d'abord, c'est le principal, la valeur du bien, puisque c'est une vente. Sûr. Ensuite, il y a la valeur du bouquet, puisqu'on a dit qu'on avait un montant au départ. Oui, parce que s'il est élevé au départ, ça peut être moins de rente par la suite. Exactement. Après, il y a les tables de mortalité qui permettent de calculer la valeur du viager, enfin de la vente et des rentes en fonction de l'âge du vendeur. Et s'il y a une réversion, c'est-à-dire si c'est transmis à son conjoint, eh bien là aussi, ça rentre en ligne de compte. Il y a également la rentabilité du bien. Voilà, tous ces critères rentrent en ligne de compte pour calculer la valeur de la rente viagère. Alors évidemment, avec l'allongement de la vie, c'est moins une affaire peut-être qu'il y a 50 ans. En tout cas, on joue plus sur la longévité, quoi. On joue sur ça se calcule. Voilà, exactement. En tout état de cause, sachez que vos notaires sont vraiment versés dans cet exercice. Donc on s'adresse à notre notaire, celui de la famille, comme on dit. C'est un peu comme le médecin de famille, le notaire. C'est le médecin de nos biens. Merci beaucoup, Maître Amram. Eh bien, mes amis, vous restez avec nous, parce que ça vous intéresse ce qui va suivre. Vous êtes gourmandes, je le sais. Mes amis, aujourd'hui, c'est les animaux dans la maison des experts. Eh bien, Camille va nous enseigner un truc très important, c'est comment protéger nos chats du froid, au mieux, même s'il fait de moins en moins froid. Bonjour, je suis Myrtille. Bonjour, je suis Eva. Et on est venu voir Camille pour apprendre à protéger mon chat contre le froid. Bonjour Myrtille, bonjour Eva. Bonjour Camille. On croit toujours que les chats peuvent résister au froid, mais ils peuvent aussi y être sensibles. Je vais vous montrer comment le protéger du froid. Suivez-moi.
Pour protéger votre chat du froid de l'hiver, il est important de lui donner une ration alimentaire adaptée. Pour les chats qui sont évidemment pas trop gros, le mieux est de leur donner en permanence et à volonté. Comme ceci dans la gamelle, ou par exemple en donnant des sardines, c'est un poisson gras, c'est très bon pour la santé. Je savais pas qu'on pouvait donner des sardines. On peut très bien donner des sardines, il n'y a pas de souci. C'est un poisson qu'il faut rincer évidemment un petit peu. Et c'est pas trop salé? C'est pas trop salé. De cette manière-là, votre chat pourra utiliser sa protection naturelle contre le froid et être plus en forme. Pour protéger votre chat du froid, il peut être utile de contrôler ses sorties. Les chats sont des animaux crépusculaires. Ils sortent tard le soir et tôt le matin. Le mieux, c'est de l'encourager à sortir en journée pour qu'il puisse dormir la nuit. De cette manière-là, on peut contrôler ses sorties. Donc pas de boîte de nuit pour les chats le soir. Pas de boîte de nuit pour les chats le soir. Mais est-ce qu'il y a une astuce? Parce que moi, la mistinguette, elle demande toujours à manger avant de sortir et ensuite je la vois plus de la nuit. D'accord. Alors le mieux, c'est de ne pas lui donner à manger juste avant de sortir le soir. De cette manière-là, elle sort beaucoup moins longtemps. On pourrait lui donner à manger ensuite en récompense lorsqu'elle rentre et puis fermer la maison de manière à ce qu'elle ne ressorte que le lendemain matin. Les coussinets aussi sont sensibles au froid de l'hiver. Lorsque votre chat revient de l'extérieur, vous pouvez lui essuyer les pattes avec une serviette. Et si vous observez que ces coussinets sont secs et abîmés, vous pouvez lui appliquer du beurre de karité. Mais est-ce qu'il y a une astuce peut-être pour le mettre plus facilement? Vous pouvez en prendre un tout petit peu et lui appliquer vraiment doucement sur les coussinets. Un tout petit peu. C'est l'heure de la manucure. Parfait. De cette manière-là, votre chat pourra profiter de l'hiver avec vous sur vos genoux devant la cheminée. Et pour le coup, c'est lui qui va nous tenir chaud. Et voilà, c'est plus pratique. Merci Camille. Merci Camille. On résume. Pour protéger son chat du froid. Augmentez sa ration alimentaire. Si votre chat n'est pas en surpoids, vous pouvez même lui laisser sa nourriture à volonté. Contrôlez ses sorties. Encouragez-le à sortir en journée plutôt que la nuit. Prenez soin de ses pattes. Séchez-les après chaque sortie et nourrissez ses coussinets avec du beurre de karité. Ah, nos petits chats qui vont être bien protégés du froid. On a envie, ou alors un beau manteau, un deuxième manteau de fourrure autour de leur fourrure naturelle. Mes amis, on va retourner en forêt de Fontainebleau où ça fait frais ce matin, mais ça ne nous empêche pas d'avoir envie d'y être, nous aussi. Ah, Raphaël. Oh, mais oui, mais Vincent, mais t'imagines quand même, Bertrand. Ils sont en studio à France Télé, ils sont sous la clim, les chauffages. Nous, on est au grand air ici, forêt de Fontainebleau, avec les amis de la forêt. Et qu'est-ce qu'on a juste derrière nous? Regardez comme c'est beau. On a un rocher qui s'appelle le Cyclope, parce que notre association non seulement balise des sentiers bleus pour se promener, mais amène les promeneurs à des endroits remarquables et intéressants. Voici un rocher qui est particulièrement intéressant. Il est marqué d'une étoile, et souvent il y a une lettre pour donner le nom du sentier. Une petite étoile bleue pour retrouver ce cyclope. Et d'ailleurs, c'est génial, hein. On est comme dans un jeu de piste, une vraie chasse au trésor. C'est vraiment quelque chose de ludique, justement, quand on se balade dans cette forêt. Et une des missions aussi des amis de la forêt, c'est de l'entretenir. On l'a dit, pas juste le balisage, mais aussi ramasser les déchets. Comme ici, on le voit. Oh là là, mais qui sont les cracracs? On fait tout ça, c'est pas possible. C'est quoi ton prénom, toi? Martine. Comment ça va, Martine? Bah, ça va très bien. Martine, amie de la forêt, bénévole également, qui s'emploie donc à nettoyer la forêt de Fontainebleau pour que ce soit agréable aussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire, toi? Parce que j'adore me promener en forêt, je ne supporte pas de voir toutes ces saletés voilà, qui abîment notre forêt. Voilà. On peut montrer un petit peu dans le sac la récolte de ce matin, là, hein, depuis qu'on a commencé l'émission, là. On a vraiment des choses. On a de l'aluminium, on a des papiers mouchoirs, on a du scotch, des rubans de couleur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Respecter un petit peu la forêt, c'est pas possible de faire ça. Tu viens souvent peut-être avec les enfants, les petits-enfants? Oui, les petits-enfants adorent. Oui, est-ce qu'eux aussi ont la main verte, peut-être plus que nous même d'ailleurs? Eux, ils voient des choses qu'on ne voit pas. Oui, ils sont très très attentifs. Voilà, ils nous donnent des leçons. Hein. Ouais. Jolie balade éco-responsable aussi à faire évidemment. Et puis il y a aussi une des missions, Bertrand, c'est enlever les ronces, comment on dit d'ailleurs? Oui, permettre de dégager le sentier pour qu'on ne se mouille pas le bas du pantalon si les fougères sont mouillées. Donc c'est ça le critère. On a fait une bonne balade si on n'a pas le pantalon mouillé?
Oui, normalement, c'est les Amis de la Forêt ont bien fait. On vérifie, évidemment. On montre un petit peu les bas du pantalon, là. Et là, vous vous rendez compte aussi que le Raphaël, il est venu faire sa balade en basket. Il n'a vraiment pas l'habitude de le faire. Si vous avez envie de donner un coup de main aux Amis de la Forêt ou encore tout savoir sur cette forêt de Fontainebleau, une jolie balade à faire, restez d'ici la fin de l'émission, hein, je vous dis tout. Merci Raphaël. On se disait avec le chef que nous, quand on fait des récoltes en forêt, c'est plutôt des champignons en général. Mais c'est pas mal, les déchets. Ah, c'est pas mal. Il faudrait avoir 2 sacs, en fait. Un pour les champignons et un pour les déchets. Comme ça, on ramène tout à la maison, puis après, on trie. Moi, je garde les champignons. Mes amis, c'est le moment de la belle idée de Julie qui voit un petit peu la vie en rose ce matin. Ce matin, je lance un avis aux retardataires. On est toujours au mois de janvier et peut-être que vous êtes à la recherche d'un calendrier. Eh bien, je vous en propose un ce matin. Un calendrier osé, mais c'est pour la bonne cause. Savez-vous d'ailleurs quel est le calendrier le plus célèbre aujourd'hui en France ? Le plus célèbre. Célèbre, ouais. Je pense que c'est celui de la Poste avec les petits chats, les montagnes, les trucs comme ça, non ? Eh non, il a été détrôné par les dieux du stade, vous savez, ces beaux rugbymen qui posent des nudés. Surtout pour les femmes, d'ailleurs. Ce succès en a inspiré certains pour créer ce calendrier des hommes et des lettres. C'est la 2e édition dans laquelle on découvre 12 facteurs. Mais 12 facteurs, attention, qui ont posé nu pour soutenir l'association Les Blouses Roses. Ils ont vraiment cassé les codes et ont donné de leur personne. Bon, c'est vrai, depuis, vous ne voyez plus votre facteur de la même façon. Mais est-ce qu'ils mettent la sacoche toujours devant ? Il y a la sacoche, on voit des photos, il y a plusieurs, je vous montrerai après. Mais en tout cas, n'allez pas croire que la séance shooting s'est passée comme une lettre à la poste. Pour certains, ils n'avaient pas de problème avec leur corps. Pour d'autres, c'était un sacré défi, comme nous l'explique Michel Nil, qui lui est facteur à Saint-Germain-en-Laye. J'ai osé, j'ai eu l'audace de le faire. Et comme je fais beaucoup de théâtre, du théâtre, donc monter en scène, pour moi, ce n'est pas un problème. Me montrer en public dans des rôles qui ne m'appartiennent pas, ce n'est pas un problème, puisque j'aime me montrer en public. Mais me montrer nu, ça, c'était autre chose. C'était encore un palier, une étape à franchir. C'était une liberté, une expression corporelle plus épanouissante. Donc, et c'est une acceptation de soi aussi, de son corps et de soi. Et donc ça, c'était très important. Alors voici la photo donc, de Michel Nil qui vient de nous parler. Après, j'adore son jacuzzi très nature, là. Oui, son le jacuzzi bain en bois. chaud. Là. Après, je peux vous montrer au hasard. Voilà, après, c'est des clichés en noir et blanc. Et en tout cas, donc, c'est fait pour l'association Les Blouses Roses. Alors, cette association, elle intervient dans les hôpitaux. Elle propose des ateliers pour permettre aux malades de passer le temps et de lutter, rompre avec la monotonie. Alors, si ça vous intéresse, si vous cherchez un calendrier, parlez-en à votre facteur. Pour chaque achat d'un calendrier, c'est 1 € qui est reversé à cette association. L'an dernier, ça leur avait permis de récolter 2 800 €. Et en tout cas, c'est bien la preuve que tomber la chemise, ça paye toujours. C'est un appel, hein. Aux bonnes volontés. Exactement. Manuel Martinez, chef, l'année prochaine à poil. On va en faire un avec pour toute notre équipe. mettre au régime. Avec les légumes d'autrefois, ça peut être une idée. Mais nu avec le col bleu blanc rouge de Moff, ça peut le faire, un calendrier des Moff à poil. On le met là, le col bleu blanc rouge. Allez, on va le mettre à l'œuvre, Manuel Martinez. C'est tout de suite le menu du jour. Manuel Martinez, chef étoilé au Relais Louis XIII à Paris. Alors Manuel, avant de commencer vraiment la recette, il faut quand même revenir un peu sur l'actu qui est la perte de la 3e étoile de la Maison Bocuse. Vous êtes vraiment un tenant d'une cuisine classique revisitée. Classique, traditionnelle. Donc ça doit vous faire mal. Ouais, ça me fait mal. Monsieur Paul, c'est quand même un mythe. Voilà. Mais le directeur du groupe a très bien parlé en disant on a 2 étoiles sur Terre et une au ciel. C'est vrai. Et bon, le guide Michelin font leur boulot. Hein. Alors, cela dit, vous avez connu ça parce que vous avez été le chef de la Tour d'Argent à Paris, qui avait 3 étoiles à l'époque. Michelin. Vous avez ouvert votre Relais Louis XIII avec 2, et aujourd'hui, on vous en a retiré une. Voilà, une. Bon, est-ce que vous en souffrez vraiment ? Non, j'en souffre pas parce que les étoiles Michelin, c'est important pour notre métier. Mais c'est les clients qui sont... C'est eux les patrons. Et vous avez une clientèle d'habitués, de gens qui vous connaissent. C'est important, le client. C'est lui qu'il faut chouchouter. Et le Michelin, il fait son travail. Hein. Ils ont pas de j'ai compte à perdu, rendre, hein. je méritais de perdre.
Alors ça, c'est sujet à caution, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une cuisine qui est classique, oui. exactement comme la Maison Bocuse. Il faut croire qu'en ce moment, ça ne plaît pas beaucoup au Guide Rouge, cette cuisine trop classique. En tout cas, il y a 4 meilleurs ouvriers de France au sein du groupe Paul Bocuse, c'est merveilleux. Ça alors. Et ces gens-là sont des gens extraordinaires, donc... Voilà, vous prêchez pour votre parole, vous avez raison. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui, Manuel? Alors, une spécialité du relais Louis XIII, la quenelle de bar. Avec une sauce champagne et une duxelle de champignons à la saison, ou une duxelle de cèpe, ça dépend de la saison. Regardez l'œil de Julie à côté, qui est lyonnaise. Les Lyonnais, là, ils sont... La quenelle, c'est d'essence lyonnaise. C'est d'essence lyonnaise, oui, c'est d'essence lyonnaise. Mais alors, est-ce qu'on peut schématiquement dire qu'une quenelle, c'est un peu comme un petit soufflé? Oui. C'est plus consistant quand même. C'est plus consistant, mais ça peut rappeler le soufflé. Quand ça sort du four. Quand ça sort du four, ça souffle bien. Là, elle est bien soufflée encore. Je vais venir la montrer avec ma petite caméra quand même, cette belle quenelle. Et là, je l'ai agrémentée avec un peu de truffe et un peu de Saint-Jacques, comme c'est la saison. J'ai fait la saison, comme les légumes. Oh, dis donc, c'est beau. C'est vrai qu'on est en pleine saison de la truffe. Alors, ça reste un produit extrêmement cher, mais si vous voulez une fois en manger dans l'année, c'est maintenant, entre le 15 janvier et le 15 février, on va dire. C'est la pleine saison, elle est mûre, elle est à point. Comment ça se fait une quenelle? Est-ce que d'abord c'est faisable à la maison ou est-ce que c'est vraiment Oui, c'est faisable à la maison. C'est faisable à la maison. Il y a Julie qui fait c'est vrai. Alors racontez-nous, Julie, comment c'est fait une quenelle? Mais en plus, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. C'était de la farine et de... Qu'est-ce que j'ai mis? De l'eau et je ne sais plus ce qu'il y avait. Mais un ça, œuf. c'est à Lyon, c'est pas au lait. Non, mais les miennes. La farine, c'est nature. Et après, dans l'eau bouillante, et c'est vrai que c'est plus difficile de les... former que de les faire. C'est vrai, c'est de les mettre en forme qui est compliqué, puis après de les faire. Alors, on fait un truc, Manuel, c'est un truc qu'on appelle la panade. Qu'est-ce que c'est la panade Je connais la panade dans la cuisine. Ah oui, être dans la panade. Non, il y a plusieurs styles et plusieurs sortes. Ça peut être fait, comme disait Julie, avec une panade qui est à base de farine. Ça peut être fait sans panade et ça peut être fait aussi avec d'autres recettes. En général, la base, c'est une chair de poisson. De poisson. À la base, c'était du brochet, ou un poisson d'eau douce, du cendre, du brochet, très bien, parce que c'est beaucoup d'albumine. Et moi, je l'ai fait avec un poisson plus noble, qui est le bar. Ben voilà. Du bar de ligne. Que du bar de ligne. Ah oui, en plus. Ah oui. Vous allez mixer du bar de ligne dans votre... Tout à fait. Ça, c'est chicos, ça. C'est chicos. Et alors, on y met quoi? De l'œuf, j'imagine, de la crème? Si je me souviens bien, on met de la crème, des œufs, peut-être de la farine. Un petit peu. Un petit peu. Et de la crème. Et du beurre. Du beurre, c'est pareil. Aussi bien le légume, faut qu'il soit extraordinaire. Aussi bien la crème, moi, ça vient de Normandie, d'une ferme. Voilà, c'est l'important de la crème et du produit. Le produit est très important. Oui, le produit de base. Faut pas mettre de la crème en brique ou des choses comme ça. Vous mettez de la crème fermière ou de la crème crème? Ça, c'est important pour le goût. Ah oui. Je vois Fabrice qui bouge sur sa chaise, ça lui donne faim, j'ai l'impression. C'est pareil que les légumes. La crèmerie et le beurre, pour nous, c'est très important. Nous, ça vient d'une région de Saint-Lô, la ferme du Bourgrou, qui nous fait extraordinaire. La crème double, elle est dure. C'est important, le produit. C'est là qu'on voit le grand chef, le meilleur ouvrier de France. C'est-à-dire que c'est cette qualité des produits de base que vous mettez en œuvre qui fait la différence de votre cuisine. Qui fait la différence, oui. Alors, si on fait ça à la maison, on ne va pas parler des truffes, c'est pas très cher. Bon, non, parce que... Très honnêtement, entre nous, Manuel, on peut à la maison prendre du bar d'élevage. Bien sûr. C'est superlatif. Voilà, on peut prendre... et on mixe bien comme il faut le bar dans un mixeur. Vous savez, maintenant, les ménagères ont tous des super mixeurs. Mixeur, du beurre, de la crème. Le bar, on le mixe à cru? On le mixe à cru. On lève les filets, on récupère... On lève les filets, on enlève les arêtes, on le mixe à cru. Je ne vais pas citer de marque, mais un robot coupe qui marche très vite. Manuel Martinez, au relais Louis XIII, je disais, vous êtes un des derniers tenants de la cuisine classique, même si vous la revisitez. Qu'est-ce que c'est le genre de plat qu'on trouve chez vous? Nous, on trouve au relais Louis XIII aussi bien le ravioli de homard au foie gras, le canard de chez Madame Burgot. Comme vous faisiez à la Tour d'Argent, un peu. Pas tout à fait, mais comme en tout cas, c'est là que vous avez attrapé le canard. Voilà, le canard, et puis les poissons et la quenelle, qui est une spécialité aussi.
Ouais, qui est une spécialité. Et c'est pour dire à Julie, du coup, il y en a à Paris. Dans le 6e. Il n'y a pas que les Lyonnais qui ont le droit de manger des quenelles. Beaucoup de Lyonnais viennent la goûter au relais Louis C'est XIII. vrai. Et ils disent quoi? Ils disent que c'est la meilleure. Ils disent on reste habité à Paris. On repart pas à Lyon. On a trouvé des quenelles. Parce qu'on dit des quenelles. On dit des quenelles. Attention, ça rigole pas, là. Allez, on va retrouver notre Rafale. J'ai l'impression qu'il s'est perdu en forêt, notre Rafale. Non? On l'a retrouvé? Ouais, je sais pas. Oula, je vois pas très bien. Mais non, Vincent, je suis pas perdu en forêt, je suis juste là. Voilà, allez, approchez de nous un petit peu. Approchez-vous ici. Vous êtes en train de déguster. Nous, on aurait presque pu aller aux champignons, mais c'est pas ce qu'on a fait pendant cette heure d'Ensemble c'est mieux. On a pris soin de la forêt. Est-ce que justement les amis de la forêt qui nous ont accompagnés, vous cherchez des bénévoles? Oui, nous cherchons toujours des bénévoles. On a déjà 140 bénévoles actifs sur 1000 membres. Mais plus on est de fous, plus on rit. C'est mieux pour la forêt d'être nombreux pour la protéger et guider le public à se promener. On peut évidemment directement aller sur votre site internet pour prendre des infos. Oui, notre site internet permet d'avoir des infos très variées sur la forêt, ce qui se passe en forêt, la faune, la flore, les endroits où elle est visitée et en principe répondre à toutes les questions qu'on se pose sur la forêt. Sur la forêt, notre écosystème évidemment. Vous pouvez venir entretenir cette forêt, mais vous pouvez venir aussi vous y balader grâce au travail de balisage. Comment on fait pour venir? Moi je suis venu en voiture, je dis la vérité, mais on peut venir en train. On peut venir en train, on a deux arrêts très, très commodes, Bois-le-Roi et Fontainebleau. La forêt est à 2 pas de ces deux gares. On est à moins d'1 heure de Paris en train, et puis le week-end, il se passe un truc génial. Oui, le week-end, il y a un arrêt en forêt, une halte au milieu de la forêt. Au milieu de la forêt? Oui, on saute du train dans la forêt. On se croirait dans Harry Potter et ça c'est vraiment plutôt cool à faire en famille. Je vous le dis aussi ou avec des amis, vous allez vraiment passer un très bon moment. Nous on se retrouve très vite pour une autre initiative positive, un autre lieu à découvrir sur notre joli territoire d'Île-de-France dans un prochain Ensemble c'est mieux. Allez, d'ici là on se retrouve sur Facebook, sur Instagram, @France 3 Paris. Salut! Merci Rafale et on se retrouve demain dès qu'il a trouvé la sortie de la forêt. Paumé en forêt de Fontainebleau, on n'est pas sûr de le récupérer. Il a mis des petits cailloux pour se repérer, je suis sûre. Ah oui, pas des petits bouts de pain. Non, des petits cailloux. Tout le monde connaît le petit pousset, on sait bien, surtout en forêt. Allez, mes amis, il me reste quand même à vous donner un petit truc pour la journée, parce que Manuel Martinez, notre chef, il regardait les légumes et il se disait je vais peut-être me faire un bon bouillon. Alors, il m'a dit un jarret ou une poule. Voilà, on peut mettre dans une marmite une poule, un bout de jarret de veau, un bout de plat de côte de bœuf et tous les légumes de chez Fabrice. Mais on démarre comment? On fait revenir un oignon au départ? Non, on le met dans l'eau froide. Dans l'eau froide. On fait bouillir, on écume et on met tous les légumes. Alors, voilà. Parce que c'est important d'écumer, parce salé, que c'est toutes les impuretés. Ouais. Voilà, toutes les impuretés, on écume, salé, poivré, et tous les légumes. Et on fait cuire ça pendant 2-3 heures. C'est merveilleux. C'est avec merveilleux. le reste de bouillon, on fait une petite gratinée, voilà, merveilleux. Une soupe à l'oignon. Ben oui, il faut dire qu'on a des oignons magnifiques en France, oui. Et notamment en Bretagne, les oignons de Roscoff, qu'est-ce que c'est bon. C'est super bon. C'est une merveille. Fabrice, vous disiez maraîcher, mais aussi sur les marchés. Quel marché on vous retrouve en Ile-de-France? Alors, Marly-le-Roi, par exemple, la Cesse Saint-Cloud, Vaucresson, j'en fais pas mal. Là, on est dans le... Oui, c'est plus pratique pour moi. En plus, j'étais natif de Marly-le-Roi, donc... Voilà. Entre le relais Louis XIII et Marly-le-Roi, là, on est royaux ce matin, royal au bar. Ici, Ensemble, c'est mieux, royal pour toute la journée. Demain, on se retrouve avec un sujet passionnant qui me touche particulièrement, comment soigner le ronflement. Non, mais que de tous les hommes, dès qu'ils prennent un peu d'âge, c'est normal. On en parlera ensemble dès demain. D'ici là, passez une bonne journée. Vous l'avez compris, aujourd'hui, obligatoire de faire un bouillon. Un pot-au-feu, poté, enfin bon, et tout, poule au pot, pourquoi pas. Allez, à demain et bon bouillon.